remercie tous de votre présence et de votre attention. Je remercie aussi tous les intervenants. Et pour introduire mon propos, je vous ai apporté quelques éléments physiques. Le premier élément physique, c'est celui-là. 637 pages. C'est le rapport RTE. Il contient tous les éléments de vérité technique et une présentation politique très orientée. Je prends un mot neutre. Pourquoi ? Parce que RTE, c'est un vivier de techniciens extrêmement compétents et soucieux de l'intérêt général. Mais RTE obéit à des contraintes qui sont celles qui ont été citées. Et donc, quand nous avons au CRME pris connaissance de ce rapport, nous nous sommes dit il y a une contradiction entre les analyses techniques et la présentation synthétique. J'ai dans ma besace aussi, mais je ne vais pas le sortir, le rapport RTE-AIE sur l'hypothèse 100% renouvelable. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, les techniciens ont fait le boulot. Ils ont dit à Mme Pompilly, c'était au départ une commande de Mme Borne, voilà ce qu'il faudrait remplir comme condition pour pouvoir approvisionner un réseau électrique à 100% en énergie renouvelable. Il y a 17 conditions, environ 15 d'entre elles sont absolument hors d'atteinte, et la conclusion de notre ministre, qui rappelait un célèbre sketch que les plus anciens d'entre vous connaissent avec Francis Blanche et Pierre Dac, qui disait « elle peut le faire », vous savez, Madame Irma. Et là, Madame Pompilly a dit, le lendemain de la publication de ce rapport, vous voyez, 100% renouvelable, c'est possible, en oubliant qu'il y avait 15 conditions irréalisables. En face de ces rapports, il y a eu un autre rapport. C'est un rapport que nous sommes, certains d'entre nous ici, malgré l'immense jeunesse d'esprit qui nous anime, en âge d'avoir surtout des enfants et des petits-enfants. Et donc, voilà le rapport le plus important qui a été publié cette année. C'est Jean Covici, un cher camarade que tout le monde apprécie, qui pose d'ailleurs à la fois le problème de la sobriété, du modèle de développement de nos sociétés humaines, mais qui analyse dans ce livre de manière absolument remarquable d'abord une histoire du monde à travers l'énergie et surtout pourquoi, je m'adresse aux collègues puisque j'ai été chez Suez et donc Engie pendant un certain temps, pourquoi le mythe de l'équilibre et des œufs dans le même panier est un mythe, puisque, on l'a dit suffisamment aujourd'hui, l'éolien nécessite, à vue de technologie dans les années qui viennent, un complément gaz. Et comme le dit Jean Covici, quand je vais dans un congrès éolien, je suis tout surpris, j'étais au début tout surpris, de voir tous les grands groupes gaziers. Mais bien sûr, parce que le complément de l'éolien, c'est le gaz. Les Allemands l'ont montré de manière extraordinaire. J'entendais encore M. Pouyanné, qui était hier à la station F et qui vantait les réorientations de Total Énergie. Mais grand bien lui fasse, il est dans son job et il a raison de le faire. Alors, que fait le CRME par rapport à ça ? Nous nous sommes dit, quels que soient les cursus professionnels que nous avons les uns et les autres dans le monde de l'énergie, nous ne sommes pas crédibles par rapport au mouvement qui est en cours. Parce que, on dit, au fond, un bataillon de retraités de l'énergie exprime leur nostalgie d'un monde qui est passé, alors que le renouvelable, c'est l'avenir. C'est pour ça qu'un certain nombre d'entre nous, nous sommes cotisés pour commander à un cabinet extérieur une modélisation du système électrique. C'est le fameux rapport Roland-Berger que je dois vous présenter maintenant. Bon, ce rapport, je l'ai là. Inutile de vous dire que je ne vais pas vous le présenter en détail. Il est sur le site du CRME et l'important est que je vous dise ce qu'il contient. Quand vous prenez ce fameux rapport de RTE, vous voyez qu'il y a 6 scénarios et quand vous mettez le pointillé des avantages de chacun de ces scénarios, vous voyez que plus il y a de nucléaire dans le mix, et plus on gagne sur tous les tableaux. Celui de la sécurité d'approvisionnement, c'est-à-dire la moindre dépendance aux importations, celui des coûts du système,
celui des impacts environnementaux et surtout celui du CO2. Donc nous avons discuté avec RTE, nous leur avons dit, écoutez, est-ce que vous pouvez prolonger le pointillé? Là, vous êtes arrivé à N03. N03, c'est fabuleux. 50% d'un côté, 50% de l'autre. Dans la conjoncture politique actuelle, que rêver de mieux? Avec l'argument que Mme Michu comprend, on ne va pas mettre tous les œufs dans le même panier. On ne dit pas à Mme Michu que 80% de son électricité, depuis 40 ans ou 50 ans, vient d'un parc de 54 centrales nucléaires qui tournent comme des horloges suisses et qui n'ont posé de problème que très récemment sur des réseaux de sécurité qui révèlent quoi? Qui révèlent que la France est à la pointe en matière de nucléaire, mais elle est surtout à la pointe en matière de sûreté, puisqu'il y a une sorte d'obsession de la sécurité qui est le résultat logique des angoisses de la population par rapport au nucléaire. Mais si vous êtes, puisqu'il y a ici certains anciens d'EDF, ils pourront vous dire à quel point les marges qui sont prises sont extrêmes. Autrement dit, les fameuses fissures de tuyaux sur des réseaux qui ne seraient sollicités qu'en cas d'accident, est-ce que vraiment ça vaut la peine d'arrêter 10 centrales pour vérifier si la fissure est profonde ou pas profonde, etc. Je ne peux pas me prendre position sur un sujet aussi sensible, et puis il y a une autorité, il faut absolument la respecter. Mais vous voyez en tout cas qu'il ne faut pas donner une mauvaise interprétation à ces arrêts. C'est la révélation que dans ce domaine, en France, les niveaux de sécurité vont au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Au même moment, on s'intéresse donc aux fissures des réseaux de sécurité, de refroidissement des centrales nucléaires en cas d'accident. Au même moment, les centrales à charbon tournent à plein. Et là, monsieur, je ne vous suis pas en ce qui concerne le réchauffement climatique. Je pense que nous devons intégrer cette hypothèse des causes anthropologiques du réchauffement climatique comme une option très très probable. Et donc, les CO2 journalièrement envoyés par l'Allemagne dans l'atmosphère, ceux-là, ils vont y rester longtemps jusqu'à ce qu'on les enlève. Donc, au même moment, on s'intéresse, nous, au risque pour les humains des fissures dans ces tuyaux de sécurité, on arrête nos centrales et on laisse le CO2 plus les particules. Est-ce qu'il n'y a pas de poids et de mesure? Bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans notre scénario? Revenons à mon sujet. Nous avons demandé à RTE de modéliser les hypothèses suivantes. Pardon? Nous avons demandé à Roland Berger, oui. On a travaillé, ceci dit, on a travaillé avec RTE aussi pour discuter, parce que, encore une fois, ce sont des gens tout à fait remarquables. Donc, dans ce scénario, il y a une première hypothèse, c'est qu'on arrête de donner les garanties financières aux projets éoliens et solaires du même coup. On ne l'a pas dit tout à l'heure, moi je viens du métier de l'investissement. Quand on vous garantit la priorité d'accès et un prix, vous avez donc un chiffre d'affaires garanti par l'État sur 20 ans. Bon. Et avec ça, on va voir le banquier qui vous finance 90% de votre chiffre d'affaires. Et donc vous mettez que 10% de fonds propres. Donc votre rentabilité, si elle est 5% sur la totalité de votre projet, vous payez un peu d'intérêt et vous ramenez tout le surplus de rentabilité sur vos 10% de fonds propres. Et là, je ne vous dis pas ce que ça peut rapporter. Bon. Donc, si on faisait la même chose pour le nucléaire, on pourrait garantir aussi à EDF un prix de l'électricité sur 80 ans et permettre à EDF de se financer sur le marché. Bon, pour l'instant, on ne l'a pas encore fait. Je pense qu'on y viendra nécessairement. Mais dans ce cas-là, on entendrait probablement des hurlements de gens qui disent on est en train d'aider d'une manière anormale le nucléaire. Bon. Je passe sur ce développement pour ne pas être trop long. Donc, première idée, on arrête les garanties données à l'éolien. On fait respecter, comme le disait tout à l'heure Bruno là-dessous, les codes de l'environnement pour les développements de l'éolien. Notre hypothèse, c'est que, à part le renouvellement de certains parcs existants, les investissements nouveaux dans l'éolien sont très limités. Et en 2050, il y aura une très très faible contribution à la production d'électricité. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, sur le solaire, on pense quand même que le couple baisse des prix des panneaux solaires et disponibilité de friches industrielles, des parkings des supermarchés, des toits des entrepôts, permettra, sans nécessairement avoir des garanties, et sous bénéfice de la question du stockage, qu'à un certain nombre d'endroits quand même, on pourra avoir une autonomie solaire. Donc on a gardé un développement
ce qu'on appelle du solaire diffus, en excluant les grands parcs solaires qui consistent à défricher la forêt des Landes comme ceux que vous connaissez. Et troisièmement, sur le nucléaire. On a une hypothèse concernant le nouveau nucléaire qui consiste à dire, prenons les chiffres d'EDF jusqu'à 2032-34, on ne fera pas plus que les 6 premiers EPR. Mais faisons l'hypothèse qu'il y a une vraie volonté politique industrielle et qu'on arrivera à partir de 2040-2045, non pas à faire 2 tranches tous les 2 ans, mais 2 tranches par an. L'un de vous a donné le chiffre tout à l'heure. On arrive à 24 ou 25 EPR en 2050. Qu'est-ce que ça donne sur le réseau électrique ? Eh bien, ça donne qu'en 2050, on commence à avoir une montée en charge du nouveau nucléaire. Mais la deuxième hypothèse, la plus importante, c'est la prolongation du parc existant. Et c'est là que ça change tout. Parce qu'aujourd'hui, ce parc est prévu, je vous rappelle, dans une décroissance assez forte. RTE a gardé ces hypothèses de décroissance tout en les atténuant un peu. Dans notre scénario, on l'a prolongé jusqu'à 70 ans. On pense... Alors pourquoi on prolonge ces centrales ? Là encore une fois, je suis un présentateur d'une science que j'ai apprise récemment en face de personnes qui ont passé leur vie dans les réacteurs EDF. Et donc c'est sous contrôle de ces personnes compétentes que je vous parle. L'un des membres du CEREME, Hervé Macheneau, qui est un de mes camarades de promotion, a été, lui, au cœur de ce sujet nucléaire depuis toute sa carrière. Bon. Qu'est-ce qu'il y a dans une centrale nucléaire ? Il y a du béton, il y a des pompes, des tuyaux, des circuits électriques, et puis une cuve. L'organe clé, c'est la cuve, parce qu'une fois qu'elle est dans le béton, on ne peut pas la changer. Tout le reste, les turbines, les tuyaux, modulo ceux qui traversent les parois en béton, qui sont quand même un peu compliqués à changer, mais ça se renouvelle. Et donc quand on fait ce qu'on appelle le grand carénage, on rénove de fond en comble les centrales, ce qui fait qu'elles sont neuves, sauf pour la cuve. Donc le facteur limitant de la durée de la centrale, c'est essentiellement la cuve. Les cuves américaines, d'une métallurgie plus ancienne, donc moins perfectionnée que les cuves françaises, sont aujourd'hui prolongées, avec l'approbation des autorités de sûreté nucléaire américaines, jusqu'à 80 ans. Prendre comme hypothèse que la plupart des cuves françaises pourront être prolongées jusqu'à 70 ans n'est donc pas une vue de l'esprit. Et c'est cette hypothèse qui est essentielle, parce que quand vous lirez le rapport Roland-Berger, vous verrez que l'étape critique, c'est 2035. Parce qu'en 2035, pour s'attaquer au CO2 de notre consommation énergétique, on aura peut-être, Jocelyne, quand même des camions électriques, où on aura une électrification des usages, on aura du chauffage électrique à la place du chauffage à gaz ou à mazout. À cette période-là, on n'aura pas encore la montée en puissance du nouveau nucléaire. Quoi qu'il arrive, on n'aura pas non plus beaucoup d'éolien pour la raison qu'on a dite. Et donc, ce prolongement des centrales, c'est la priorité numéro 1 de la politique énergétique française dont dépend les années critiques qui nous séparent de 2035 et 2040. Un petit mot sur le nucléaire lui-même. Est-ce que c'est un long fleuve tranquille de développer les centrales nucléaires ? Mais non, c'est plein d'obstacles. Est-ce que l'EPR est un bon représentatif de ce qui va se passer à l'avenir ? Je me rappelle chez Engie, on disait que la meilleure décision qui a été prise par Engie, c'est de s'être fait sortir de Flamanville, parce que du coup, ils n'ont pas subi les pertes du prototype. Je rappelle que l'EPR, c'est un bâtard allemand, nationalisé français, monté par un groupe français très respectable, mais sans aucune expérience de pilotage des grands projets industriels. Vous connaissez l'histoire. En un mot, Siemens qui a imaginé l'EPR1, pardon, la France et l'Allemagne politiquement qui disent il faut faire l'Airbus de l'atome, EDF qui y va reculons, ou plus exactement n'y va pas au départ, donc n'a pas apporté son expérience, Framatome qui a repris la balle au bond, les Allemands qui abandonnent au cours du chemin, la France, Areva qui rachète la filiale de Siemens qui avait le savoir-faire, et EDF qui est bien obligé de prendre le train en marche et de s'y joindre. D'où les problèmes de ce réacteur qui est un échec industriel indéniable. Mais c'est aussi un prototype. Et qu'est-ce qu'on fait dans l'industrie quand on a un prototype ? On en tire des leçons. Et qu'est-ce que fait intelligemment EDF depuis 5 ans ? C'est d'imaginer la nouvelle génération qui aurait pu s'appeler pas EPR, EPZ ou je ne sais quoi, qu'on a baptisé EPR2 et qui est de conception d'EDF. Alors oui, il y a un pari.
quand on dit il faut développer cette EPR2, c'est un grand pari de confiance sur ce que le travail accumulé depuis 5 ans ou 7 ans par EDF pour concevoir ce réacteur. Mais après tout, la vie économique est faite de grands paris. Monsieur Breton nous explique qu'on va lancer les nouvelles générations de semi-conducteurs à base de nanotechnologie. Tel autre plan nous dit on va s'affranchir des cellules qui constituent les batteries chinoises pour avoir des batteries françaises de nouvelle génération. Moi, je vous dis à titre personnel que ma conviction, c'est beaucoup moins risqué de gérer convenablement des tuyaux, des chaudières et des circulations d'énergie alors qu'on a toute l'expérience du nucléaire que d'aller battre les Chinois pour la fabrication des panneaux solaires ou des batteries. Donc, tout notre propos est de dire, premièrement, avec le scénario CRME, on voit qu'on peut se passer des énergies renouvelables intermittentes qui défigurent les paysages, comme ça vient d'être dit, et qui créent beaucoup de problèmes d'environnement et humains. Deuxièmement, c'est vrai que c'est un pari industriel, mais c'est probablement le pari industriel le plus gagnant pour la France qui soit dans tous les paris industriels que la France peut prendre aujourd'hui. La colonne vertébrale de la réindustrialisation du territoire, de la création d'emplois qualifiés dans les PME plutôt qu'offrir dans nos territoires désespérés que des jobs de livraison en scooter d'Uber ou autre Amazon, c'est la relance du nucléaire. On touche une filière qui essaime. Les quelques usines de montage de plateformes éoliennes offshore, c'est certainement quelques emplois, mais c'est du montage. Un de mes amis qui a l'accent du Midi, comme moi je l'ai de temps en temps, me dit mais ces éoliennes, on présente comme fabriquées en France sous prétexte qu'il y a un atelier de montage au Havre. Il dit il n'y a pas un boulon de français. Voilà. Donc on est en face quand même aussi d'intérêts économiques puissants. Donc on dit premièrement, ce pari mérite d'être tenté. Deuxièmement, nous disons à RTE, il est temps de revoir la copie. Il n'est pas admissible que RTE n'ait pas évoqué ce scénario dans un travail fait pour la collectivité. Il n'est pas admissible que le président de la République, d'un geste de discours en campagne électorale à Belfort, qui est le lieu de production d'Alstom, il avait aussi un compte à régler avec le sujet Alstom pour des raisons que vous connaissez, ait décidé de lancer 43 parcs éoliens sans aucune concertation. Quelle est cette république dans laquelle pendant 10 mois ou 2 ans il y a des concertations sur le mix électrique et tout d'un coup maintenant la loi c'est ce qui a été décidé à Belfort. Bon. Alors, circonstance atténuante, on est dans un système électoral où les 3 ou 4% d'électeurs anti-nucléaires et passionnés d'énergie renouvelable ont une importance pour constituer et pouvoir gouverner la France. Donc on est dans une phase encore jusqu'au 19 juin où il est politiquement correct d'être en même temps renouvelable et nucléaire. Ce que nous espérons, notre signature, c'est l'énergie de la raison. C'est qu'une fois les contraintes liées à la démocratie, appelons-les comme ça, derrière nous, la raison pourra survenir. Mais pour qu'elle survienne, encore faut-il que le débat public soit éclairé. Alors c'est pour ça que notre rapport sera versé au débat. Des experts diront à quel point le nucléaire est risqué, et puis d'autres diront mais non, on peut y arriver. Il y a un gros problème d'ailleurs à la fois de situation financière et d'organisation industrielle d'EDF. Donc le sujet de la performance industrielle d'EDF doit être résolu aussi. Des entreprises publiques comme Renault et d'autres ont fait l'expérience d'avoir des patrons qui les ont redressés et amenés à relever des challenges industriels. Donc c'est aussi un point très important. Où est-ce que j'en suis sur le temps de parole, Bernard? Je pense que je vais être au bout. Bon, je n'ai pas encore trop débordé, mais je vais passer la parole dans 2 minutes à Bernard. Je vais terminer, et ce sera peut-être une transition avec ce qu'il va nous dire, sur la taxonomie. C'est un véritable scandale, ce qui est en train de se passer. La Commission définit des critères selon lesquels on définit quelles sont les énergies durables qui contribuent au climat, sans nuire de manière disproportionnée à la santé, à l'environnement, etc. Je vous ai apporté encore un rapport. Voilà le rapport qui s'appelle GRC Science for Policy Report, c'est-à-dire ce sont les experts scientifiques de la Commission, nommés par la Commission, choisis par la Commission, dont les Allemands ont reconnu à l'avance
que ce seraient les bons experts qu'on écouterait. Ce sont eux qui ont conclu que le nucléaire, compte tenu de ses avantages et ses inconvénients, devait être une énergie durable. Eh bien, le 31 décembre, la Commission a sorti un texte dans lequel, non seulement le nucléaire est assimilé au gaz comme une énergie de transition, avec un alibi extraordinaire qui consiste à dire « vous êtes de transition tant que vous faites des déchets, mais le jour où il y aura la fusion nucléaire, il n'y aura plus de déchets, donc vous voyez bien qu'il y a une génération qui vient, donc vous êtes la transition jusqu'à cette nouvelle génération. Mais on vous autorise que jusqu'en 2040. » Deuxièmement, qu'est-ce que c'est qu'une obligation verte? C'est un comité d'investissement de compagnie d'assurance à qui le conseil d'administration dit « on veut que vous mettiez l'argent des assurés seulement dans des projets verts ». Bon. Donc normalement, label durable, même transition durable, toute cette épargne pourrait s'investir dans le nucléaire. Sauf que la Commission a proposé dans son compromis, je ne sais pas si vous avez vu des ordinateurs autrefois, où on disait Intel Inside. Bon. Toute obligation verte qui financera du nucléaire devra être avec un label Nucléaire Inside. Donc, au lieu d'avoir une taxonomie qui englobe toutes les technologies avec l'apport des scientifiques, on en reste sur le schéma idéologique des préjugés antinucléaires. Il n'y aura pas de marché de l'obligation verte. On a ostracisé les financements du nucléaire. Victoire de l'Allemagne. Sans parler, j'en parlais avec notre expert européen Luc qui est ici, il y a un risque que les Allemands lâchent le texte au moment du vote au Parlement européen. Ceci dit, il y a quand même un sujet, c'est que si le gaz n'est pas durable, ils auront quand même un problème de financement du gaz. Mais apparemment, c'est plus facile de financer le gaz que le nucléaire. Donc, cette histoire de la taxonomie, c'est un révélateur de ce que l'amitié franco-allemande s'arrête ou commence les intérêts de l'industrie allemande par rapport à l'industrie française. Et je pense que c'est absolument un scandale. Voilà. Merci beaucoup. Non, on ne prend pas la parole après le président. Voilà, c'est comme ça. Non, pardon, mais on est déjà assez en retard, je suis désolé. Je vais demander à Bernard Accoyer de bien vouloir conclure nos travaux. Bernard Accoyer, ancien président de l'Assemblée nationale, président de PNC et ancien ministre. Si vous voulez bien...